Salut à tous, moi c'est Soria et vous me retrouvez dans Psycast, le podcast de l'ALI2P. L'ALI2P, c'est l'association des internes de psychiatrie de Lille et on va parler des différents parcours que nous pouvons avoir en tant qu'internes de psychiatrie. Plus précisément, on va s'intéresser aujourd'hui aux formations spécifiques transversales, communément appelées les FST, et à leur intérêt. Les FST existent depuis la réforme de la R3C en 2017. Ce sont des formations accessibles à plusieurs spécialités qui permettent de se surspécialiser dans certains domaines. Elles rallongent l'internat d'un an pour les DES d'une durée de 4 ans. Et sinon, c'est compris dans la durée de formation classique pour les DES. Donc, pour l'internat de psychiatrie, ça ne rajoute pas d'année de faire une FST. Aujourd'hui, on va parler de la FST soins palliatifs. Et pour ça, on reçoit Florian. Salut, c'est moi. Florian, est-ce que tu pourrais te présenter aux éditeurs, aux auditrices et expliquer un peu ton parcours d'études jusqu'ici? Oui, du coup, moi, c'est Florian Anker, j'ai 27 ans. Je suis en septième semestre d'internat de psychiatrie, donc en quatrième année, et j'ai fait ma FST l'an dernier en troisième année. Par ça, j'ai fait mon externat à Nancy avant d'arriver à Lille. Ok. Et du coup, tu as fait ta FST assez récemment. Quand a émergé le souhait de suivre cette FST? Bah, le saut de faire la FST Soins-Pal, en fait, elle est arrivée pendant l'externat, ou enfin pas exactement à ce moment-là, mais c'est ce moment-là que j'ai découvert les soins palliatifs. C'est-à-dire que j'ai fait un stage en oncologie et j'ai découvert là-bas les soins de support oncologique, ce qui a été mon premier contact entre guillemets avec les soins palliatifs. Et puis après, je voulais faire un FFI de somatique avant d'arriver en psychiatrie et j'ai continué dans le même service. Et puis voilà, là j'ai commencé à beaucoup m'intéresser aux soins palliatifs et à me dire que ça serait peut-être intéressant de combiner soins palliatifs et psychiatrie. Et j'ai découvert que bah, finalement la FST elle proposait une formation pour ça. Donc j'étais très curieux. Pourrais-tu expliquer comment se déroule la FST soins palliatifs à Lille? Oui, du coup, en fait, toutes les FST, elles fonctionnent à peu près de la même manière, c'est-à-dire qu'en fait, ça se déroule de manière générale en un an. Il y a 2 semestres à faire, donc ils sont à faire dans le Nord-Pas-de-Calais. Et voilà, il y a également des séminaires de formation, c'est-à-dire qu'en fait, comme les cours se passent à Lyon ou Paris, en fait, ils ont tout réuni en 4 séminaires de 3 jours, où voilà, on va faire nos cours directement sur place là-bas. Également, la FST, elle est sanctionnée par la présentation d'un mémoire de FST qui est à soutenir dans une des grandes villes. Généralement, pour nous, c'est plutôt Paris. Quand tu parles de semestre, tu veux parler de stage? Oui, c'est ça, c'est 2 semestres, 2 stages semestriels que vous décidez avec la coordinatrice de FST au moment où vous candidatez avec elle à la FST. En parlant de candidater, est-ce que tu trouves qu'il y a un bon moment pour faire la FST? Bah, de toute manière, on vous demandera de faire votre FST en troisième ou quatrième année d'internat, ou plutôt sur une milieu, voire fin d'internat. Et honnêtement, entre les deux, j'aurais pas forcément de recommandations. Ça dépend un peu de chacun, mais de toute manière, c'est important d'avoir un peu une expérience en psychiatrie avant d'arriver en soins palliatifs. Alors toi, Florian, tu fais partie de la maquette de DES en 4 ans, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu as l'impression que faire la FST, t'as enlevé des stages qui auraient été importants pour ta maquette de DES? Si j'avais fait l'internat en 5 ans, j'aurais peut-être eu ce sentiment-là. Là, comme c'était en 4 ans, pas forcément, même si, bon, ça c'est un peu de mon côté, mais j'ai l'impression d'avoir jamais fait assez de semestres. Mais de manière générale, en fait, les semestres de soins palliatifs, ils sont très orientés somatiques. Donc, c'est très différent de la psychiatrie. Donc, effectivement, ça va pas être une pratique psychiatrique aussi intense que ce qu'on pourra avoir en stage de psychiatrie plus commun. Ok. Pour clarifier un peu, du coup, Florian, il a fait la maquette en 4 ans. Donc, faire la FST, ça lui a rajouté un an au cours desquels il a fait des stages en soins palliatifs. Ouais, c'est bien ça. Ça peut être assez surprenant au premier abord, ou en tout cas pas vraiment évident. Comment toi tu expliquerais les liens entre la psychiatrie et les soins palliatifs? En fait, il y en a plusieurs qui sont possibles. Déjà, c'est la question des patients entre guillemets psychiatriques, ou en tout cas avec des troubles psychiatriques qu'on peut dire chroniques ou lourds.
qui arrivent en fin de vie, voire en unité de soins palliatifs. Là, c'est un peu la question de comment les deux spécialités peuvent collaborer. Parce qu'en fait, c'est des patients qui peuvent se dégrader soit en unité de soins palliatifs, et donc là, c'est les psychiatres qui interviennent, parfois de liaison. Et il arrive aussi que des patients arrivent en fin de vie un peu plus précocement en unité psychiatrique. Et là, dans ce cas-là, c'est plutôt les soins palliatifs qui viennent à nous. Et donc, à chaque fois, finalement, il y a un peu la question de est-ce que le patient, il veut mieux le transférer, ne pas le transférer? Comment est-ce qu'on combine nos deux approches? Comment est-ce qu'on travaille ensemble? Ça, c'est toujours quelque chose dont sont très friands, surtout les soins palliatifs, parce que c'est les premiers concernés souvent, mais quand les situations arrivent en psychiatrie, la question se pose largement aussi. Ensuite, il y a la question encore très différent, mais la question des patients qui demandent à mourir, et puis de lien qu'il peut y avoir avec la suicidologie. Et finalement, en travail de psychiatrie de liaison, on va avoir beaucoup de patients qui expriment des idées suicidaires, oui, voilà, qui ont des IDS. Et en soins palliatifs, ils interviennent énormément sur ce qu'ils appellent des patients qui demandent à mourir. Alors finalement, pour les psychiatres, c'est un petit peu la même chose. Pour les soins pal, c'est une réalité qui est un peu différente, où en fait, là, c'est souvent des patients avec généralement une maladie qui engage le pronostic vital, qui est grave et incurable. Et donc là, on est dans des perspectives les soins palliatifs voient ça un peu différemment, où ils vont faire un accompagnement un peu plus centré sur la maladie. Finalement, on voit les choses un petit peu différemment, on propose deux prises en charge différentes, et pourtant, il arrive que des services nous appellent un peu sur les mêmes situations, certaines qui, entre guillemets, relèvent peut-être un peu plus des soins palliatifs, d'autres un peu plus de la psychiatrie, mais c'est un petit peu comment est-ce qu'on travaille ensemble, est-ce qu'on s'accorde sur ces situations-là pour mieux les prendre en charge et puis voir comment fonctionne l'un et comment fonctionne l'autre. Il y a aussi toute la question vis-à-vis de ça sur l'euthanasie, sur voilà, les soins palliatifs qui sont construits un petit peu en opposition avec la législation sur sur une éventuelle aide à mourir. Et finalement, les psychiatres qui sont des fervents défenseurs de la prévention du suicide. Donc, c'est un petit peu aussi comment nous on réfléchit, comment on conçoit ces situations-là, et est-ce qu'on n'a pas, est-ce que chacune des disciplines ne peut pas apporter quelque chose à l'autre. Et enfin, il y a la troisième situation, mais qui est un peu moins importante, on va dire. C'est plutôt la question la gestion des symptômes psychiatriques quand on est en fin de vie. Typiquement, les traitements symptomatiques, que ce soit d'une éventuelle agitation, d'une anxiété qui serait, imaginons, réfractaire, ou ça arrive parfois. Mais voilà, ça c'est un peu plus mineur, mais il y a certains psychiatres qui se sont penchés là-dessus, en tout cas pour aider les soins palliatifs à travailler là-dedans. Pour toutes ces clarifications, pour le lien entre la psychiatrie et les soins palliatifs. Concrètement, comment est-ce que tu imagines allier les deux dans ta pratique? Concrètement, je pense que le travail va surtout s'effectuer soit en psychiatrie de liaison, soit en équipe mobile de soins palliatifs. Il y a la question voilà, dans le cadre des patients avec des troubles psychiatriques, voilà, c'est soit les soins palliatifs qui vont intervenir en unité de psychiatrie ou l'inverse. Et donc, il y a un peu la question d'être euh, à l'aise avec ces situations, de les connaître, en tout cas d'être capable de s'y adapter, puis aussi de préparer son équipe à s'y confronter. Pareil pour la question en fait des patients qui demandent à mourir et de la suicidologie. Finalement, c'est plutôt un travail de collaboration entre psychiatrie liaison et équipe mobile de soins palliatifs. Et ça peut parfaitement être envisageable, par exemple, de travailler en tant que psychiatre dans une équipe mobile de soins palliatifs, par exemple. FST soins palliatifs t'a apporté sur le plan personnel, professionnel? Déjà, j'ai découvert une toute autre manière de pratiquer la médecine, où on est plus forcément dans un but curatif, mais plutôt dans un but palliatif, c'est le cas de le dire. Et où on va plutôt chercher à soulager des symptômes, chercher à accompagner la personne sur le plan personnel, mais aussi voilà, au niveau de la famille, au niveau social. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui changent vis-à-vis de ça. Déjà vis-à-vis de l'accompagnement des personnes, finalement, je trouve qu'on développe une nouvelle forme de patience où on va davantage poser la question de la temporalité de la personne, c'est-à-dire en fait on n'est plus forcément comme en psychiatrie où on cherche finalement à ce que la personne se mobilise, c'est-à-dire on va pas forcer des prises de décision ou quoi en psychiatrie, mais simplement on cherche à mobiliser la personne sur des décisions.
Là où en soins palliatifs, finalement, on n'est plus vraiment dans cette question-là. Il y a des gens qui vont se mobiliser tout seuls, il y en a d'autres qui vont pas forcément le faire. On n'est plus dans cet objectif de se dire, on doit aider la personne à s'adapter forcément à ce qui lui arrive, et on va plutôt chercher à adapter ce qui arrive à la personne à elle-même, entre guillemets. On pourrait dire, finalement, comme tu l'as très bien suggéré, Soria, que finalement, en psychiatrie, on aide le patient à s'adapter à son environnement, alors que en soins palliatifs, on va plutôt adapter l'environnement à ce qu'est en train de vivre le patient. Il y a une relation avec les familles qui est très différente, où personnellement, je l'ai un peu redécouverte. Moi, ça m'avait beaucoup enfin, ça m'avait beaucoup plu aussi en psychiatrie d'être confronté aux familles, d'échanger avec eux sur ce que vit le patient. Et finalement, en soins palliatifs, c'est encore plus présent, où bah voilà, on a encore plus de temps informel avec la famille. On est très présent pour eux, finalement, et ça, je trouve que c'est des moments tout à fait riches. Euh, En dehors de ça, pour rester sur le plan professionnel, il y a le rapport à la pluridisciplinarité qui change vraiment. Et avec ça, le rapport à l'éthique. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu en médecine, l'idée de questionner bah, qui est admis, ce qu'on peut admettre ou pas en médecine, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et voilà, en soins palliatifs, finalement, surtout en pratique d'équipe mobile, on va beaucoup plus vers les équipes, on échange énormément avec elles. Et ouais, finalement, on se confronte à leur avis, on apprend des choses sur leur spécialité, on cherche à leur faire apprendre des choses. Et je trouve ça tout à fait intéressant, même si ça ne marche pas. Alors les stages et tout ce que tu as appris, ça a dû être très riche, mais aussi peut-être lourd par moment. Est-ce qu'il y a des difficultés en particulier que tu as rencontrées? Des difficultés en particulier, c'est un peu difficile à dire, mais en tout cas, il est évident que le fait de se confronter pour la première fois à la fin de vie, puis à l'impuissance de la médecine à résoudre certaines situations, c'est pas toujours évident, surtout quand c'est un peu régulièrement tous les jours. Il y a surtout, je trouve, la question d'être confronté bah, à sa propre impuissance, bah, à soulager les patients, mais aussi à rassurer bah, les patients, les familles. Et après, on se pose même la question de bah, est-ce que je suis pas impuissant à être compétent aussi? Est-ce que finalement, je suis compétent dans cette situation? Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident, surtout qu'on est en train d'apprendre une discipline qu'on maîtrise pas encore, quoi. Et comment est-ce que tu as fait du coup quand c'était plus difficile, quand c'était un peu plus lourd mentalement? Ce qui m'a beaucoup aidé de ces moments-là où c'était un peu plus difficile, justement, bah, c'était surtout le travail en équipe, le fait de pouvoir échanger avec des collègues, surtout avec bah, ses propres chefs, parce que finalement, ils ont énormément d'expérience, ils ont beaucoup de recul, et je trouve que les avoir vus faire, les avoir vus dans ces situations-là, bah, ça permet déjà de se rendre compte que bah, eux aussi, ils prennent cher, que finalement, bah, voilà, on a à la fois un fonctionnement humain, mais qu'aussi, bah, le fait d'être expérimenté sur ces situations-là, bah, ça te fait développer un point de vue, une manière de gérer les choses qui est très, très inspirante. Ensuite, je dirais vraiment, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le soutien entre co-internes. Ça m'a beaucoup aidé, même après le travail, que ça soit quand on était en stage ou quand on se retrouvait après, ça permettait vraiment bah voilà, de revenir sur ce qu'on vivait et puis de partager bah, tout simplement les sentiments qu'on avait dans ces situations-là, quoi, qui sont pas tous évidentes. On n'était pas confrontés aux mêmes situations, on suivait pas les mêmes patients, mais voilà, on se rejoignait un peu sur ce qu'on vivait chacun, quoi. Ensuite, bon, malheureusement, moi, j'ai pas pu forcément le mettre en œuvre, mais le fait d'avoir vraiment, je pense, une bonne hygiène de vie, moi, j'avais malheureusement laissé un peu tomber le sport à ce moment-là. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui aide beaucoup quand on vit des trucs très forts au boulot. Sinon, le fait voilà, entre guillemets, de bien dormir, d'avoir de l'entourage, et puis de pouvoir se décentrer sur des activités. Ça peut être très bien. Et sinon, je dirais, c'est si on y trouve le temps, ce qui peut être très intéressant, c'est vraiment continuer à se former bah, sur les soins palliatifs, sur la discipline qu'on est en train d'apprendre. Et pourquoi pas se cultiver sur le sujet. C'est vrai que j'ai assez peu fait, mais moi, je leur recommanderais vraiment d'aller regarder, bah, pourquoi pas, soit des romans, des livres, des témoignages, ou même de se documenter sur les débats,
en fait, ce qui vous intéresse, parce que c'est ça qui va faire aussi, qui va construire votre pratique d'après. Du coup, Florian, tu nous as beaucoup expliqué ce que ça t'a apporté sur le plan plutôt professionnel. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ce que ça t'a apporté sur le plan personnel? Alors oui, tout à fait. Euh, Déjà, pour ma part, j'avais été très peu confronté à la fin de vie auparavant. Donc, pour moi, ça a été vraiment entre guillemets, une découverte. En tout cas, j'en ai développé vraiment une autre perception de ce moment-là, de ce que ça représentait et de comment, bah, déjà, comment ça se faisait pour les gens qui étaient en train de mourir. Et puis, qu'est-ce qui se passait pour les proches. J'ai également changé d'avis sur l'euthanasie, sur un point un peu plus politique, parce que ça impliquait aussi mes idéaux politiques. Et voilà, de manière générale, j'ai découvert un peu différemment ces moments-là, quoi. Moi, je dirais que, en résumé, c'est vraiment une formation qui est très intéressante, qui est assez exigeante, surtout pour nous qui venons de la psychiatrie et qui sommes plus forcément habitués à être confrontés à ces maladies-là. Mais malgré tout, ça a beaucoup d'apports. C'est très enrichissant. C'est une pratique qui est quand même assez différente de la nôtre, qui essaie de s'ouvrir un peu. Donc voilà, donc ça peut être impressionnant au départ. Moi, je sais que ça a été avant de m'inscrire. Donc, moi, je recommanderais aux gens qui sont intéressés d'y aller, de foncer, de pas hésiter à aller chercher des personnes qui ont été confrontées aux soins palliatifs. Euh, C'est-à-dire soit me joindre directement, soit pourquoi pas aller contacter des médecins de soins palliatifs, ou même pourquoi pas par exemple le docteur Granon qui travaille au CHU de Lille et qui a déjà à plusieurs reprises été faire de la liaison en soins palliatifs et qui connaît bien l'équipe. Sinon, concrètement, pour s'inscrire à la FST, bah, voilà, c'est au sein d'une année universitaire, donc ça vous coûtera le prix d'une année universitaire. Et pour ce faire, en fait, il faut contacter le ou la coordinateur ou coordinatrice de la FST dans la région. Là, actuellement, c'est le docteur Chloé Prodhomme au CHU de Lille. Donc, lui envoyez directement un mail. Elle vous recevra, elle débattra un petit peu avec vous de votre projet, de pourquoi vous voulez faire ça. Et après, il faut simplement l'accord de votre coordinateur de DES ou coordinatrice de DES. Et donc voilà. Après, ça passe en commission et c'est validé. Est-ce que, il y a beaucoup de place pour faire ça? Il y a environ 5 places par an données par l'ARS pour tous les internes confondus du Nord-Pas-de-Calais. Et voilà. Généralement, on n'est pas 5 à prendre cet FST-là. Donc normalement, c'est possible de faire cet FST sans trop de problèmes. On a abordé plein de choses à propos de la FST et soins palliatifs. Et j'espère que ça aura donné envie à certains et certaines d'entre vous de faire également cette FST. Pour finir, est-ce que tu aurais des recommandations culturelles? Alors, en tout cas, des ressources, je vais pouvoir en donner. Donc là, déjà, ce que vous pouvez consulter, c'est directement le site de la SFAP, SFAP, qui est en fait la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, et voilà, qui pourra vous donner des sources très intéressantes pour vous documenter, déjà, pour comprendre un petit peu ce que c'est les soins palliatifs, si pour vous c'est un peu flou, et puis pourquoi pas tous les débats actuels, enfin, voilà, des choses très actuelles, ça peut tout à fait être intéressant. Ensuite, pour quelque chose d'un peu plus massif, entre guillemets, il y a le manuel de soins palliatifs qui existe à la bibliothèque universitaire, dont l'autrice c'est Rosane Lebert, qui est une philosophe de l'Université catholique de Lille, je crois, si je dis pas de bêtises, et qui en fait a convié dans son ouvrage l'intervention de plein de personnes, notamment des médecins de soins palliatifs du CHU de Lille, et puis également le docteur Reich, qui travaille au centre Oscar Lambert en tant que oncopsychiatre. Et sinon, en recommandation de littérature, je donnerais le fameux livre qui s'appelle Le Dernier Souffle, Accompagner la vie, et qui est écrit par Claude Grange et Régis Debray. Voilà, également, il y a une dernière source que je peux donner qui, pour moi, est assez intéressante parce elle a résumé un petit peu ma vision sur la fin de vie et
éventuellement la législation sur le suicide et l'euthanasie. Et en fait, cette vidéo, elle s'appelle, voilà, c'est sur la chaîne Les Vidéos de Léo. Et le titre de la vidéo, c'est La mort digne, mieux que la vie digne, point d'interrogation. Et qui peut tout à fait être intéressant si vous posez des questions là-dessus. Je vous invite également à aller consulter le rapport de la Convention citoyenne sur la fin de vie, à vous renseigner sur le projet de loi qui a été proposé, parce que c'est des choses qui nous concernent aussi en tant que psychiatre, même si on ne se forme pas aux soins palliatifs. Beaucoup, Florian, pour tout ce qu'on a pu aborder ensemble aujourd'hui et pour toutes les informations que tu nous as apportées. Nous, on va se retrouver dans un prochain épisode. Enfin, nous, c'est pas Florian et moi, mais c'est les auditeurs, les auditrices, vous et moi. On va se retrouver prochainement pour discuter des différents parcours qu'on peut avoir en tant qu'interne de psychiatrie. Pour ça, on va se concentrer sur les options précoces, les options tardives et les autres FST qui existent, parce qu'il y en a plein d'autres. Éventuels auditeurs et auditrices qui passent les EDN ou qui seront bientôt néo-internes, et même pour les internes qui se posent des questions quant à leur orientation, on va essayer de faire aussi des podcasts pour accompagner dans le choix de la psychiatrie. À la prochaine. Bisous les psychasters et les psychastrices. Merci, Chalice. Et merci Chanice.